La revue de presse avec vous, Hélène Frade. Rebonjour Hélène. Rebonjour Pauline. On revient à présent à nouveau sur les réactions au coup d'État au Burkina Faso, où les militaires, on l'a vu au début de ce journal, ont destitué le président Kaboré. Outre le cocktail explosif des querelles incessantes entre politiciens et de l'incapacité des dirigeants à assurer la sécurité, Ouagattara explique aussi ce coup d'État par un effet de contagion venu du Mali voisin. Alors qu'on vient de le dire, la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein. Le site burkinabé file la métaphore footballistique. Après un dribble diabolique qui a désarçonné la défense malienne, le colonel Assimi Goïta a adressé une courte passe au colonel guinéen Mamadi Doumbouya, qui a fait un long centre vers le colonel burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba, le nouvel homme fort du Burkina, qui d'une tête imparable a cloué au pilori le gardien de but, Roch Marc-Christian Kaboré. Quel lendemain pour le Burkina Faso. Le pays espère que la situation n'expose pas sa population à de lourdes sanctions internationales, à l'image de ce qui se passe avec le Mali, et estime qu'il est temps pour les Africains de revoir de fond en comble leur système électoral pour qu'au-delà de la légalité des urnes, les présidents élus aient la légitimité nécessaire pour être à l'abri des coups d'État. Après le Mali, la Guinée, le Burkina, à qui le tour, s'interroge le Djeli. D'après le site d'Info Guinéen, l'Afrique de l'Ouest ferait actuellement les frais de la décadence éthique de ses dirigeants. Selon lui, deux d'entre eux illustreraient particulièrement ce recul préjudiciable, l'ancien président guinéen Alpha Condé et l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara, deux anciens opposants qui ont fait le choix, avec une arrogance assumée, je cite, de s'offrir des troisièmes mandats, envoyant un très mauvais signal à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Le Djeli décrit ainsi le dirigeant type de la région d'aujourd'hui. Aucune empathie, mais un mépris érigé en comportement, d'où la désinvolture avec laquelle certains d'entre eux ont abordé la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel. Rien d'étonnant donc si partout on célèbre leur chute, rien d'étonnant que partout l'armée veuille exploiter ce fossé entre les dirigeants et les populations. Ce qui s'est passé au Mali, en Guinée et au Burkina Faso risque de se produire prochainement à Niamey, à Abidjan, à Cotonou ou même à Dakar, prophétise le site, qui évoque lui aussi un effet de contagion dans un contexte où la France est perçue comme la complice du diable. Et justement, quelles sont les réactions ici en France ? L'Afrique de l'Ouest serait-elle en train d'inventer un nouveau concept, celui de coup d'État militaire populaire, écrit Libération. D'après le journal, les scandales de corruption, comme l'incapacité à freiner les djihadistes, ont fini par décrédibiliser le pouvoir civil dans la région. La tentative de coup d'État au Burkina menace l'avenir de l'opération Barkhane et risque de porter un coup fatal à l'engagement militaire des Européens dans la sous-région. La Croix parle d'un scénario catastrophe pour la France, qui considère le Sahel comme capital pour sa sécurité et celle de l'ensemble de l'Europe. Sa démission sur un tout autre sujet est-elle inéluctable au Royaume-Uni ? Boris Johnson ne se dépêtre décidément pas du Partygate. Un autre jour, une autre fête, annonce un brin désabusé de Daily Mirror. Dernier épisode en date de ce Partygate, la participation du Premier ministre à une fête d'anniversaire organisée en son honneur au 10 Downing Street, la meilleure discothèque de Londres, indubitablement. Le gâteau qu'on voit à la une n'est pas celui de la petite sauterie à laquelle 30 convives ont participé le 19 juin 2020, en plein confinement. Une belle tranche d'hypocrisie s'étrangle le tabloïd. Non, Boris, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. The Sun rapporte que l'entourage du Premier ministre a tenté de le défendre une nouvelle fois en précisant ce coup-ci qu'il n'était resté que 10 minutes à la soirée. Voilà qui change absolument. Et qu'il n'avait pas soufflé sur les bougies. Merci beaucoup, Hélène. Une image, Hélène, pour vous, dont vous êtes fait l'écho, il me semble, ces dernières heures. Une image qu'on n'aurait pas pu voir il y a quelques jours des spectateurs de l'Open d'Australie, le tournoi de tennis australien, à Melbourne, bien sûr. T-shirt, Peng Shuai sur le dos, c'était interdit jusqu'ici. C'est autorisé à présent, à condition d'être fait de façon pacifique, a dit le patron de l'Open. L'absence du tournoi de l'ex-numéro 1 mondial de double n'a pas levé l'inquiétude sur la sécurité de Peng Shuai après qu'elle a dénoncé il y a quelques mois le viol dont elle a été victime de la part d'un
aux responsables chinois. Voilà, t-shirt autorisé. Il est bien sûr bien plus question qu'une affaire de chiffon. Voilà pour cette image. Hélène, à très vite. Nous, on se retrouve très vite aussi sur l'antenne de France 24.